Ruiné par mon divorce, je me retrouve à la rue. Mais un inconnu m'annonce l'impensable, mon grand-oncle me lègue 57 millions d'euros et son manoir. Une chance inespérée. Jusqu'à ce qu'il m'annonce la condition qui va tout bouleverser. L'homme au par-dessus anthracite m'observait d'en face alors que je laissais tomber mon dernier sac sur le trottoir. Il m'observait depuis un moment. Je ne l'avais pas vu au début. Je ne l'avais pas vu parce que je ne pouvais rien voir ce matin-là, sauf l'intérieur d'une salle de conférence de cabinet d'avocat, le dos de l'avocat de mon ex-femme, et le dossier en carton qui venait de me rendre, à 41 ans, ruiné et sans abri en 17 minutes. Mais au moment où j'ai laissé tomber le deuxième sac de sport sur le béton avec un bruit sourd qui sonnait comme le point final de ma vie, l'homme d'en face a quitté le trottoir et a commencé à marcher vers moi. Ce n'était pas un journaliste. Ce n'était pas un huissier. Ce n'était personne envoyé par les avocats de mon ex-femme. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, dans un par-dessus qui n'avait pas été acheté à Lille, marchant avec le pas décontracté d'un homme qui savait exactement l'heure qu'il était et exactement où il devait être. Il s'est arrêté à 2 mètres de moi sur le trottoir. « Excusez-moi. Êtes-vous Henri Dubois ? » ? « Oui. Mon nom est Maître Antoine Leclerc. Je suis avocat spécialisé en succession à Paris. Je suis venu hier. » Il a fait une pause. « Je suis désolé de vous aborder en ce qui est clairement une matinée difficile. J'ai attendu d'être sûr que vous ayez terminé au cabinet d'avocat. Je ne serais pas intervenu autrement. Je l'ai juste regardé. » Mon ex-femme, Isabelle, se tenait sur le pas de la porte de la maison derrière moi, tenant un verre de vin rouge à 9h23 du matin. « Qu'est-ce que vous voulez ? » Il a esquissé un petit sourire prudent. « Monsieur Dubois, je suis venu vous dire que vous êtes devenu un homme très riche il y a environ 3 semaines et pour vous donner 30 jours pour décider si vous voulez le rester. » Le monde est devenu silencieux. Un klaxon de voiture quelque part plus loin dans la rue. Un chien qui aboie. Le verre de vin sur la balustrade du porche derrière moi. Combien de richesses ? 57 millions d'euros, plus un domaine de 5,6 hectares à Fontainebleau, Île-de-France, plus 4 voitures de collection, plus le contenu d'un entrepôt parisien que je n'ai pas encore inventorié. J'ai arrêté de respirer un instant. À moi ? À moi ? Je n'ai pas parlé à ma famille de Paris depuis 22 ans. Je suis au courant. Il m'a glissé une enveloppe dans la main, lourde, scellée, mon nom écrit d'une écriture stable et démodée sur le devant. Il y a une condition. Lisez la lettre à l'intérieur avant de décider. Vous avez 30 jours. Si vous refusez, chaque centime ira à une œuvre de bienfaisance. Il n'y a pas de négociation. Sa voix a baissé. Et une dernière chose, monsieur Dubois. Oui. Il m'a dit de vous dire quelque chose de précis. Il a dit que vous le comprendriez le moment venu. Dites-moi. Maître Leclerc a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule à mon ex-femme, Isabelle, qui se tenait sur le pas de la porte et nous regardait. Il a dit, le piège est déjà tendu. Il vous suffit d'y entrer. J'ai senti le souffle quitter mon corps. Il s'est retourné. Il est retourné à la berline garée de l'autre côté de la rue. La voiture a démarré. Isabelle avait quitté le Porsche, marchant vite. Henri. Henri. Qui était-ce ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? J'ai ramassé les sacs de sport, les ai jetés dans la benne de mon pick-up, je suis monté, j'ai démarré le moteur. Elle était maintenant à la fenêtre de mon conducteur. Henri, je t'ai posé une question. Qui était cet homme ? Je l'ai regardé à travers la vitre. Au revoir, Isabelle. J'ai mis le camion en marche avant. Dans le rétroviseur, elle se tenait au milieu de la rue, pieds nus, téléphone à la main, bouche ouverte, me regardant partir avec ce que l'homme de Paris venait de me mettre dans la main. 3 pâtés de maison plus loin, je me suis arrêté. Je suis resté les mains sur le volant et j'ai tremblé pendant 1 minute entière. Puis j'ai appelé la seule personne qui me restait. Mon nom est Henri Dubois. 3 semaines avant cette matinée, j'avais une femme nommée Isabelle. Elle avait 38 ans, associée principale dans un cabinet d'avocats familial haut de gamme. Nous avions 2 enfants. J'avais une maison. Je possédais entièrement un camion Peterbilt 579 de 2018, et je le conduisais pour vivre, transportant du fret de Lille partout où il y avait du travail. Je gagnais environ 94 000 € par an avant que tout ne tourne mal.
Début 2024, j'ai remarqué qu'Isabelle était trop souvent sur son téléphone, de nouveaux mots de passe sur l'ordinateur portable, un parfum qu'elle n'avait jamais porté auparavant, de longs appels tardifs avec des clients qui impliquaient qu'elle ferme la porte de la chambre. En février 2024, je suis rentré d'un trajet de 5 jours et j'ai trouvé un reçu d'hôtel dans la poubelle de la cuisine, à Amiens. Elle m'avait dit qu'elle était à un séminaire à Bruxelles. Amiens est à 6 heures à l'ouest de l'île. Bruxelles est dans la direction opposée. Je n'ai rien dit. Ni cette nuit-là, ni le lendemain, ni pendant les 8 mois suivants. Mon père m'avait appris une chose sur les mensonges. Quand on vous ment, ne dites pas aux menteurs que vous écoutez. Attendez, observez. Alors, j'ai attendu. 8 mois plus tard, un lundi matin début octobre, Isabelle a demandé le divorce. Son avocat était un homme nommé Maxime Fournier, 47 ans, associé de son cabinet, 2 fois divorcé. C'était aussi l'homme avec qui elle avait eu une liaison pendant ces 8 mois. Elle ne me quittait pas seulement. Elle avait passé 8 mois à planifier avec son amant exactement comment me prendre tout ce que je possédais. Lors du règlement final, j'avais perdu la maison, les économies, le camion. Droit de visite un week-end sur 2, le 14 octobre 2024. C'était la matinée où un étranger m'a remis une enveloppe scellée. C'était la matinée où le piège a commencé à se refermer. Le garage de Roger Martin était un atelier à une baie sur une petite rue parallèle à l'avenue des Falaises. Roger le possédait depuis 19 ans. C'était mon meilleur ami. Je me suis garé derrière le garage, je suis entré par la porte de derrière. Roger était sous une Ford Explorer. Mon vieux, à quel point c'est grave. Grave. À quel point. Grave. Tout. Et une dernière chose. Je lui ai parlé de l'homme sur le trottoir, de l'enveloppe, des 57 millions. Roger s'est levé, s'est essuyé les mains, est allé à la cafetière, a versé 2 tasses, s'est assis. Ouvre-la. J'ai ouvert l'enveloppe. La lettre était sur du papier épais. L'écriture était stable. Henri, si tu lis ceci, je suis mort et tu as des ennuis. J'ai supposé que les deux seraient vrais en même temps. J'attendais depuis 43 ans. Tu ne te souviens pas de moi. Nous nous sommes rencontrés quand tu avais 6 ans et encore quand tu avais 9 ans. Je suis le frère cadet de ton grand-père. Nous avons eu une relation difficile. C'est pourquoi tu as grandi sans me connaître. Je t'observe depuis 30 ans. Je ne t'ennuierai pas avec les détails. Cela a impliqué un détective privé. Il n'opère pas toujours dans les limites légales. Je ne l'ai pas interrogé sur ses méthodes, et tu n'auras pas besoin de divulguer ce que je suis sur le point de te dire. Tu as seulement besoin de savoir ce qui va arriver. J'ai su quand ta mère est morte. J'ai su quand ton père est mort. J'ai su quand ta femme a commencé sa liaison avec Maxime Fournier 8 mois avant qu'elle ne demande le divorce. Pour hériter, tu dois déménager dans ma maison à Fontainebleau. Y vivre pendant 12 mois. Tu ne peux pas la quitter plus de 48 heures consécutives. Tu ne peux pas vendre ou transférer d'actifs. Ma femme de ménage, Madame Léa, reste. Benoît Lefebvre gère les investissements sous ta supervision. Chaque jour, tu passeras 2 heures dans l'écurie derrière la maison principale. Il n'y a pas de chevaux là-bas. Tu t'y assiedras. Tu liras. Tu réfléchiras. Pourquoi? Tu le découvriras. Une dernière chose. Ton ex-femme et Maxime n'en ont pas fini avec toi. Ils reviendront quand ils apprendront cela. Quand ils le feront, la réponse est dans l'écurie. Fais confiance à l'écurie. J'ai tout préparé ce dont tu auras besoin. Ton grand-père et moi avons fait une promesse à ton sujet en 1981. 2 ans avant ta naissance. Je la tiens maintenant. Théodore Dubois. Je l'ai lu 2 fois. Roger me regardait. Qu'est-ce que disait la dernière partie? Je la lui ai lue. Roger a posé son café. Mon vieux. Oui. Ce mort savait que ta femme reviendrait pour l'argent. Oui. Ce mort a mis en place quelque chose dans une écurie il y a 30 ans pour t'aider à la détruire quand elle le ferait. C'est ce que ça dit. Et tu dois t'asseoir dans cette écurie 2 heures par jour pendant 1 an avant de découvrir quoi? Apparemment. Roger a pris une longue gorgée de son café, a posé la tasse, m'a regardé. Mon vieux, pourquoi sommes-nous encore à Lille?
J'ai appelé Maître Leclerc à 16 h cet après-midi-là. J'ai accepté. 3 jours plus tard, j'ai pris l'avion pour Roissy-Charles de Gaulle. Benoît Lefebvre est venu me chercher. Nous avons roulé 35 minutes vers le nord jusqu'à Fontainebleau. Le manoir était plus grand que je ne l'avais imaginé. De style Tudor, en pierre et bois sombre. 5,6 hectares de terrain principalement boisé. Derrière la maison, dans une clairière, se trouvait une écurie, vert foncé avec des garnitures blanches. Madame Léa Garnier m'a accueilli à la porte d'entrée. 71 ans, petite, aux cheveux gris. Elle avait travaillé pour Théodore pendant 38 ans. Elle m'a regardé longuement. Vous ne ressemblez pas aux autres. Aux autres qui? Les hommes du bois. Ils étaient grands et minces et ils portaient des costumes. Je suis grand. Vous n'êtes pas mince et vous ne portez pas de costume. Vous ressemblez à un homme qui travaille pour gagner sa vie. C'est le cas. Elle a hoché la tête. Il a dit que vous seriez le bon. Entrez. Il y a de la soupe. Le lendemain matin, je suis allé à l'écurie. Elle était vide. 6 stalles, une sellerie à l'extrémité, un sabot, une ampoule nue, un banc en bois contre le mur du fond. Je me suis assis sur le banc. J'ai attendu. Après 2 heures, je suis retourné à la maison, mais la lettre avait dit que la réponse était dans l'écurie. Alors, le 2e jour, j'ai commencé à chercher. Le 3e jour, alors que je passais ma main sous le banc, j'ai senti quelque chose, un petit bouchon en bois, presque affleurant la surface. J'ai sorti mon canif, l'ai dégagé. À l'intérieur se trouvait une clé en laiton. Une seule porte de l'écurie était fermée à clé. Une porte près de la sellerie que j'avais supposé être un placard de rangement. La clé a fonctionné. La porte s'est ouverte sur une pièce de 3 mètres sur 3,6 mètres. Une ampoule nue s'est allumée au-dessus. 3 choses dans la pièce. Un lourd grand livre sur un bureau. Un paquet de 42 lettres attachées avec une ficelle blanche posée dessus. Un coffre-fort en acier dans le coin avec une serrure à combinaison. Je me suis assis au bureau. J'ai ouvert la première lettre. Elle était datée du 11 juillet 1995, 3 semaines après le décès de ma mère. Henri, aujourd'hui j'ai lu dans mon journal du matin que ma nièce, Éléonore Dubois d'Annecy, Haute-Savoie, est décédée d'un anévrisme à 36 ans. Je suis désolé pour ta mère. Je l'ai rencontrée une fois quand elle avait 18 ans. Elle était drôle et vive. Tu viens d'une femme remarquable. Tu ne me connais pas, mais je pense à toi ce soir. J'ai fermé les yeux. La 2e lettre était datée de 1996. La 3e de 1998. 42 lettres couvrant 30 ans. Chacune écrite à un moment de ma vie qui avait compté pour un homme que je n'avais jamais connu. Quand je suis retourné à la maison, Madame Léa était dans la cuisine. Elle a regardé mon visage. Vous avez trouvé la pièce? Oui. Il y a plus dans ce grand livre que des lettres. Il m'a dit de vous le dire quand vous trouveriez la pièce. Les parties les plus importantes sont les notes en marge, surtout 2024. Je suis retourné à l'écurie cette nuit-là. J'ai ouvert le grand livre. Les notes en marge m'étaient adressées. Henri, au moment où tu liras ceci, tu auras déjà accepté la condition. Tu es assis dans cette écurie. Tu penses comprendre ce qui se passe. Non. Écoute attentivement. Ton ex-femme te contactera dans les 60 jours. Elle fera semblant de te manquer. Elle proposera de te rendre visite avec les enfants. Elle amènera Maxime Fournier avec elle, bien qu'elle le présentera comme un ami. Elle vient parce que son détective privé a confirmé l'héritage. Son plan est de te manipuler pour obtenir une modification de la garde qui lui permette de déménager les enfants à Paris. Une fois cela fait, elle et Maxime demanderont la garde principale en se basant sur tes antécédents instables et en extrairont des biens de cette manière. Ce n'est pas de la spéculation. Mon enquêteur a surveillé ses communications au cours des 7 derniers mois par tous les moyens à sa disposition. J'ai son plan par écrit. Derrière le faux panneau sur le mur du fond de cette pièce, il y a 16 dispositifs d'écoute professionnels. Alimentés par batterie, autonomie de 96 heures. Benoît sait où se trouve le panneau. Installé dans tout le salon avant sa visite. La France est un État où le consentement d'une seule partie est suffisant. Les enregistrements effectués chez soi sont admissibles.
L'écurie n'a jamais été juste une écurie. C'est une salle de guerre. Je suis resté longtemps assis dans cette pièce de rangement. Puis j'ai lu chaque note en marge. Le grand livre contenait toute la contre-attaque. Le comptable judiciaire, le détective privé, le contact au barreau de Lille, l'enquêteur fédéral sur les crimes financiers ayant fait tomber des avocats qui exploitaient des clients divorcés. À minuit, j'ai compris. Mon grand-oncle ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé une machine. Je suis retourné à la maison. Madame Léa était assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé. « Vous avez lu les notes en marge ?» ?»« Oui. » Elle a hoché la tête. « Il pensait que vous le feriez, a-t-elle dit. Théodore a dit, Henri, ce garçon a l'épine dorsale de son grand-père. Il ne le sait juste pas encore. Décembre est arrivé. Les enfants sont venus pour Noël. Camille est entrée dans le hall d'entrée et s'est arrêtée. Papa, c'est ta maison. Rémi a couru dans le parc pendant 2 jours. Madame Léa a préparé le dîner de Noël. Benoît est venu avec sa femme et sa fille en bas âge. Les enfants sont partis le 27 décembre. Le 8 janvier, mon pick-up a été vandalisé dans l'allée du manoir. Les 2 rétroviseurs latéraux brisés, les pneus crevés, une note laissée sur le pare-brise, écrite d'une écriture maladroite. Rendez-les. J'ai appelé la police locale. Ils ont fait un rapport. Ils ont demandé si j'avais des ennemis. J'ai dit, oui. J'ai appelé Maître Leclerc. Ça commence plus tôt que la lettre ne le prédisait. Documentez tout. Photographiez les dégâts. Conservez la note. Ne remplacez rien encore. J'ai appelé Benoît. Les dispositifs d'écoute doivent être installés d'ici la fin de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait son premier pas. Le prochain sera la visite. Benoît et Madame Léa sont venus à la pièce de rangement 2 jours plus tard. Benoît savait exactement quel panneau. Il l'a décelé. À l'intérieur se trouvait un étui en chêne. À l'intérieur de l'étui se trouvaient 16 appareils noirs, chacun assez petit pour tenir dans un point. Nous avons travaillé dans le salon formel pendant 2 soirées, à l'intérieur des cadres photos, à l'intérieur des pieds de lampe, dans l'arrangement floral sur la table d'appoint, sous la table basse, à l'intérieur de l'horloge antique sur la cheminée, derrière les livres sur les étagères. Madame Léa a travaillé silencieusement. Une fois, alors qu'elle glissait un appareil dans le pied d'une lampe Tiffany, elle a dit, « Il m'a dit un jour que les bonnes personnes perdaient parce qu'elles refusaient de se battre comme les mauvaises personnes se battent. Il a dit que c'était la pire des lâchetés. J'y pense souvent. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste aidé à repositionner la lampe sur la table. » Isabelle a appelé le 28 janvier. Henri. Salut. Isabelle. J'ai pensé à nous, aux enfants. Je pense que nous. Je pense que j'ai fait des erreurs. J'aimerais venir vous rendre visite avec les enfants. Peut-être que nous pourrions parler. J'ai fermé les yeux. Théodore avait dit 60 jours. Cela faisait 92. Bien sûr, amenez-les. Et Henri, ça vous dérangerait si j'amenais un ami? Juste pour un conseil juridique sur la situation de l'héritage. Ce n'est pas ce que vous pensez. Comment s'appelle-t-il? Maxime Fournier. J'ai presque ri. C'est bon. J'ai raccroché. Isabelle et Maxime sont arrivés un vendredi début février. Elle portait le parfum de 2023. Maxime portait un costume italien et un sourire qu'il avait répété. Je leur ai servi du thé dans le salon. Madame Léa a apporté un plateau. Elle n'a pas regardé Isabelle une seule fois. Pendant 1 heure, Isabelle a joué l'apologie, l'insinuation de réconciliation, la famille que nous étions me manque. Maxime a joué son rôle, l'ami serviable et neutre. Il a suggéré avec une délicatesse extraordinaire que peut-être, compte tenu de la complexité de l'héritage, je pourrais envisager une modification de la garde conjointe qui permettrait aux enfants de vivre cette opportunité à Paris. J'ai hoché la tête. J'ai écouté. Je leur ai donné tous les signaux que j'étais l'homme brisé qu'ils attendaient. Puis je me suis excusé pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. Je suis allé à la cuisine. J'y suis resté 90 secondes. Je suis revenu. Cette nuit-là dans la pièce de rangement, j'ai mis des écouteurs.
La voix de Maxime est passée. Basse, confiante. Garde-le juste accroché encore 2 mois. Une fois qu'il aura signé la relocalisation, nous obtiendrons la garde physique conjointe. Ensuite, nous demanderons la garde principale en nous basant sur ses antécédents instables et l'emploi du temps du routier. Nous prendrons l'argent morceau par morceau. Ne gâche pas ça en étant trop pressé. Isabelle, il est si facile. Il l'a toujours été. Il pense que je lui manquais vraiment. Tu as vu son visage quand j'ai dit que les enfants lui manquaient? Mon Dieu, cet homme est un enfant. Maxime a ri. Alors, laissons l'enfant signer les papiers. Ensuite, nous le ferons payer d'être un enfant. Isabelle. 3 mois et il nous appartient. J'ai enlevé les écouteurs. Je me suis assis, les mains à plat sur le bureau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai décroché le téléphone. J'ai appelé Maître Leclerc. Maître Leclerc, je les ai, tous les 2 sur bande. Henri, je veux un détective privé et un comptable judiciaire. La chronologie de l'affaire, chaque euro qu'ils ont déplacé, chaque email, chaque compte fictif. Je veux tout. Combien de temps? 2 mois. C'est fait. Fin mars, mon avocat de Lille m'a appelé. Il avait reçu un avis du cabinet d'Isabelle. Elle déposait une requête en résiliation de mes droits parentaux, citant mon abandon de la famille, citant ma relocalisation dans une juridiction étrangère, citant mon exposition des enfants à l'instabilité financière. Elle voulait me sortir complètement de leur vie. J'ai appelé Maître Leclerc. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi escalade-t-elle? Elle panique. Ma lecture est qu'elle a calculé que vous ne tiendriez pas 6 mois de plus à Paris. Elle essaie de verrouiller la garde avant que l'héritage ne vous soit entièrement transféré. Si elle peut vous retirer vos droits parentaux maintenant, les enfants feront partie de toute future réclamation d'actifs. Dois-je répondre? Non. Nous avions anticipé cela. Le rapport de l'enquêteur sera prêt dans 3 semaines. Restez dans l'écurie. Ne vous engagez pas. Je suis retourné dans la pièce de rangement. J'ai lu la note en marge suivante du grand livre. Théodore avait écrit, Henri, quand elle déposera la requête en résiliation, ne réagis pas émotionnellement. Ne prends pas l'avion pour Lille. Ne l'appelle pas. Le barreau attendait des preuves sur Maxime depuis des années. Nous leur donnerons tout au même moment. La requête est son dernier mouvement avant qu'elle ne réalise qu'elle a perdu. Théodore avait anticipé cela aussi. J'ai commencé à comprendre que je n'étais pas seulement assis dans une écurie pour une thérapie. J'étais assis dans une écurie tandis qu'un homme mort depuis 3 ans dirigeait une opération qu'il avait conçue avant même que je sache qu'il y aurait une opération. L'enquête est revenue à la mi-avril. La liaison avait commencé en février 2024, 8 mois avant le divorce. Maxime l'avait coaché à chaque étape avant qu'elle ne dépose la demande. La plus grande découverte fut la fraude. Ils avaient déplacé 180 000 € de biens matrimoniaux via une société écran au nom de la défunte mère de Maxime, cachée à l'inventaire du divorce. Fraude fédérale. Puis l'enquêteur a trouvé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Maxime avait déjà fait cela avec au moins 4 autres femmes, des clientes divorcées avec lesquelles il avait couché tout en les représentant, les aidant à cacher des biens matrimoniaux en échange d'une commission. Un schéma documenté, passible de poursuites fédérales. J'ai remis le dossier à l'inspecteur Romain Collin, un enquêteur en fraude financière de la police de Lille. Maître Leclerc avait fait l'introduction. L'inspecteur Collin a lu pendant 40 minutes sans parler. Puis il a levé les yeux. Monsieur Dubois. Oui. Vous ne parlez plus seulement de votre divorce. Il s'agit d'un réseau de criminalité financière à plusieurs victimes. Accusation fédérale. Si vous nous laissez faire, votre ex-femme ne sera qu'une note de bas de page. Maxime risque la prison fédérale. Elle risque l'inculpation pour complot. J'ai pensé à Camille et Rémi. Faites-le. Mais donnez-moi une chance de lui parler d'abord. Elle est toujours leur mère. J'ai pris l'avion pour Lille à la mi-juillet. J'ai rencontré Isabelle dans un restaurant de grillade tranquille un mardi après-midi. Nappe blanche, pas assez de monde à l'intérieur pour nous entendre. Elle est arrivée s'attendant à des pourparlers de réconciliation. Elle portait le parfum de 2023. Le serveur nous a apporté du café. J'ai attendu qu'il parte.
J'ai posé un dossier en carton sur la table entre nous. Isabelle, je vais te dire ce qui va se passer dans les 30 prochains jours. Ensuite, je vais partir. Tu ne vas pas m'appeler. Tu vas écouter et tu vas prendre des décisions. Elle a regardé le dossier. Elle a regardé mon visage. Le sourire s'est estompé. Henri, qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Elle l'a ouvert. La première page était la transcription. Sa voix. La voix de Maxime. Il est si facile. Il l'a toujours été. Les mots exacts avec son nom attaché. Enregistré chez moi dans un état où le consentement d'une seule partie est suffisant. Elle a arrêté de respirer. Henri, comment? Page 2. Elle a tourné la page. La société écran. Les 180 000 euros. L'historique des virements. Page 3. La plainte du barreau déjà déposée. Page 4. La carte de contact de l'inspecteur Collin. Page 5. La lettre du bureau du procureur fédéral de Lille. Maxime Fournier, sujet d'une enquête fédérale active. Isabelle Dubois, désignée comme co-conspiratrice potentielle. Ses mains tremblaient maintenant. Henri, s'il te plaît. S'il te plaît. Maxime va en prison fédérale, Isabelle. Pas pour notre divorce. Pour les 4 autres femmes avec qui il a fait ça. Quoi? 4? Tu n'étais pas sa seule cliente avec qui il a couché. Loin de là. Le bureau construisait cette affaire depuis 1 an. Ils l'ont sur plusieurs chefs d'accusation. Ils vous ont ajouté il y a 8 jours. Tu mens. Non. Henri. Les enfants. L'inspecteur Collin déposera l'accusation de complot contre toi dans 30 jours à moins que je ne l'appelle et lui demande d'attendre. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes. Silencieuse. Qu'est-ce que tu veux? Écoute attentivement. Je ne le dis qu'une fois. Je me suis penché en avant. Tu as agréé à une modification de la garde. Garde physique et légale principale pour moi. Camille et Rémi viennent vivre avec moi à Fontainebleau. Tu auras des droits de visite supervisés pendant l'année scolaire. Non supervisés l'été. Tu rembourses les 180 000 euros avec intérêt. Tu ne contestes rien de tout cela. Tu signes les papiers dans 4 jours. Et si je ne le fais pas? Les enquêteurs fédéraux t'ajouteront à l'acte d'accusation de Maxime. Il parle déjà pour se sauver. Il t'a déjà nommé. Tu iras en prison fédérale pour 5 ans minimum. Les enfants seront placés en foyer pendant que je serai occupé à essayer de les en sortir. Tu perdras ta licence d'avocat, ta carrière, ta liberté, tes enfants, tout. Elle a mis son visage dans ses mains. Henri, s'il te plaît. Je ne fais pas ça pour te faire du mal, Isabelle. Je fais ça parce que tu as essayé de me faire du mal. Et les hommes qui m'ont précédé se sont assurés que j'avais ce dont j'avais besoin pour survivre. Des hommes? Quels hommes? Je les regardais. Tu ne me croirais pas si je te le disais. Je me suis levé, j'ai laissé 20 euros sur la table pour le café, je suis parti sans me retourner. Elle a signé les papiers 4 jours plus tard. Maxime Fournier a été inculpé le 19 octobre 2025. Il a accepté un accord de plaidoyer, 8 ans en prison fédérale. Le barreau l'a radié définitivement. Isabelle a été nommée co-conspiratrice. Elle a coopéré. Elle a reçu une peine avec sursis de 5 ans de probation. Sa licence d'avocat a été suspendue pendant 3 ans. Elle a perdu son emploi au cabinet 2 mois après l'audience. L'audience de garde a eu lieu le 9 octobre. Avec l'accord signé d'Isabelle, la procédure était formelle. Le juge Laurent Perrier a approuvé la modification. Camille et Rémi déménageraient à Fontainebleau en novembre. Le 14 octobre 2025, exactement 1 an après le divorce. La condition était remplie. Le domaine était officiellement le mien. Cet après-midi-là, j'ai ouvert le coffre-fort en acier dans la pièce de rangement. La combinaison était une date cachée dans le grand livre. Le 17 juin 1981, le jour où mon grand-père avait transféré la propriété à Théodore. À l'intérieur du coffre-fort se trouvaient 2 choses. L'acte original de 1981 et une lettre scellée de mon grand-père à Théodore datée du 17 juin 1981.
Théodore ne l'avait jamais ouverte. Je l'ai ouverte. Théodore, si jamais mon petit-fils a besoin de cet endroit, donne-le-lui, mais fais-lui le mériter. Fais-lui prouver qu'il peut rester assis et écouter. C'est la seule chose que mon fils n'a jamais pu lui apprendre. Et quand la vie le détruira, et elle le fera, car les femmes comme celle qu'il épousera ne laissent pas les hommes bons vivre facilement, donne-lui les outils pour riposter. La patience, l'attente, le piège qui se referme quand elle y entre. J'ai passé ma vie à voir des hommes faibles se faire détruire par des gens plus habiles. Je ne veux pas ça pour mon petit-fils. Apprends-lui ce que je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre à son père. Grand-père Dubois. Je me suis assis sur le sol de la pièce de rangement. Mon grand-père était mort quand j'avais 6 ans. Je me souvenais à peine de lui. J'avais 2 photographies de lui dans une boîte à chaussures quelque part, aucune très claire. Mon père m'avait dit que c'était un vieil homme têtu qui ne savait pas être heureux. Mais cette lettre, écrite en 1981, 2 ans avant ma naissance, disait quelque chose de complètement différent. Il avait su ce qui m'attendait. Il avait chargé son frère cadet, un homme avec qui il avait une relation difficile, de détenir l'aide et la confiance pendant 30 ans jusqu'à ce que j'en ai besoin. Mon grand-père, mourant, s'était projeté dans un futur qu'il ne verrait jamais. J'ai commencé à rire doucement au début, puis plus fort. 2 vieillards, tous 2 partis maintenant. Ils avaient gagné. Isabelle était tombée dans un piège tendu 30 ans avant sa naissance. Maxime était tombé dedans avec elle, et aucun d'eux n'avait jamais su que le piège existait jusqu'au moment où il s'est refermé. Nous sommes maintenant au printemps 2026. Camille a 14 ans. Elle a un quarté-hors salzan nommé Atlas dans l'écurie, qui n'avait pas eu de cheval depuis plus de 20 ans. Rémi a 10 ans. Il joue au football dans une équipe que sa mère trouve trop rude. Madame Léa a 72 ans. Les enfants l'appellent grand-maman Honorée. Elle prépare le dîner du dimanche chaque semaine. Roger vient de Lille chaque été. Il amène sa fille qui a le même âge que Camille. Je dirige maintenant une petite fondation depuis un bureau aménagé au 2e étage. Nous aidons les routiers longue distance à échapper au piège des prêts usuraires. Nous avons aidé 62 chauffeurs en 6 mois. Le travail est calme, méthodique, patient. Isabelle est à Lille. Elle a les enfants 2 semaines chaque juillet. Elle est appropriée pendant ses visites. Elle ne s'est pas excusée. Maxime est en prison fédérale à Fleury-Mérogis. 3 de ses autres victimes se sont manifestées depuis l'inculpation. Parfois tard dans la nuit, je me promène encore jusqu'à l'écurie. Je m'assois sur le banc. Je n'ai plus à le faire. La condition est terminée. Mais j'ai appris à aimer le silence. Je pense à Théodore parfois. Un homme que je n'ai jamais vraiment connu. Un homme qui me connaissait mieux que mon propre père. Je pense à mon grand-père. Un homme qui est mort quand j'avais 6 ans. Un homme qui a vu quelque chose lors d'un dîner de Noël une année que personne d'autre n'a vu. Je pense à Isabelle parfois sans colère maintenant. Elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle ne savait pas qui elle était. Alors, elle a essayé de prendre qui j'étais à la place. Ça n'allait jamais marcher. J'allais toujours finir par découvrir qui j'étais. Théodore s'est juste assuré que je le fasse plus tôt. Alors, laissez-moi vous poser une question. Qu'auriez-vous fait si un étranger s'était approché de vous le pire matin de votre vie et vous avait donné 57 millions d'euros, mais seulement si vous vous asseyez dans une écurie vide 2 heures par jour pendant une année entière? Auriez-vous accepté l'accord? Auriez-vous fait confiance à la condition d'un homme mort? J'ai failli partir. J'ai failli dire non à une écurie au bout d'un chemin de gravier en Île-de-France. Si je l'avais fait, Isabelle et Maxime auraient gagné, mais je suis allé à l'écurie parce que 2 vieillards dont je me souvenais à peine y avaient construit une machine il y a 30 ans, conçue pour s'activer le jour où je franchirais la porte d'entrée.